Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans cette émission Heure du Bilan. Une émission qui vous permet de comprendre les projets et programmes de chaque département ministériel. Pour ce numéro, nous recevons pour vous le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, M. Laïsikou Kamara. Avec lui, vous allez comprendre le bilan du département, des projets en cours, mais aussi les perspectives à court, moyen et long terme. Pour animer cette émission, je ne suis pas seul. Je suis avec Yaya Lodekavi Média. Yaya, bonsoir. Bonsoir Junior, bonsoir à tous. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Monsieur le ministre des Travaux publics, un département stratégique de développement, dites-nous aujourd'hui quel est le bilan de ce département stratégique, d'abord sur les routes préfectorales. Je voulais d'abord dire merci aux travailleurs du ministère des Travaux publics, car moi je viens d'un autre monde, c'est-à-dire d'un autre département. C'est la première fois que j'essaie de travailler directement avec ce ministère qui m'ont bien reçu. Et je voulais d'abord remercier comment on appelle, mes collègues de travail. Parce que tout ce que nous faisons dans ce département ou dans la vie, c'est une équipe, c'est l'esprit d'équipe que nous avons réussi aujourd'hui à booster pour avoir une équipe très soudée pour pouvoir servir notre État, c'est-à-dire notre pays. Donc ça c'est le passage. Vous savez, aujourd'hui les routes en Guinée, comme on le sait, il y a beaucoup de routes qui sont défoncées, il y a beaucoup de routes qui sont en construction, il y a beaucoup de routes qui sont en étude au niveau de l'administration et le contrôle des grands projets. Et nous connaissons la plainte de nos populations. Nous avons ce département qui a des directions, c'est-à-dire la direction des routes préfectorales, on a la direction des routes nationales, on a la direction des infrastructures, et on a ensuite des services rattachés, par exemple, on a l'AGEROUTE qui existe, on a le FER, comme vous connaissez bien le fonds d'entretien routier, on a le CASER aussi, on a, comme on appelle l'ONR, et on a le laboratoire national que nous gérons. Donc tout ceci est un ensemble qui essaye de donner un travail satisfaisant pour le pays. Ils sont mis ensemble pour qu'on puisse satisfaire notre pays. Donc aujourd'hui, la politique de notre ministère aujourd'hui, c'est d'essayer de changer le paradigme qu'on avait dans le temps, parce qu'une route qui est construite, au moins, elle a une durée de vie. Et cette durée de vie, c'est dans de 10 à 15 ans. Mais nous avons observé ces dernières années, les routes qui ont été construites se sont rapidement défoncées. Ça a des explications. Donc, mais la politique que nous menons actuellement, nous avons essayé de tourner un peu vers le monde de paysans, c'est-à-dire nos routes préfectorales. C'est-à-dire ça, c'est qui assure la liaison entre les zones de production et les zones de consommation. Donc, nous avons mis un accent particulier sur ces zones-là aujourd'hui pour qu'on puisse les désenclaver au fur et à mesure pour permettre à la population paysanne de se déplacer le plus simplement que possible. Donc, en gros, nous avons aujourd'hui ce qui a été déjà fait par mes prédécesseurs, et quand moi-même je suis arrivé, on est autour de plus de 1800 km à peu près de routes préfectorales qui ont été avancées, qui ont été travaillées. On continue parce qu'il y a d'autres lancements que nous sommes en cours de le faire, parce que nous venons de faire un appel d'offres récemment pour les routes préfectorales. Il y a plus de qui prend en compte l'ensemble du pays. Il y a plus de 24-25 lots que nous avons répartis dans le pays. Donc c'est un processus qui est en cours, parce que pour moi, j'ai trouvé que les routes préfectorales sont très, très importantes. Elles ont plus d'impact sur la population paysanne que nous-mêmes qui sont là dans les villes, parce que c'est elles qui permettent aux populations d'acheminer leur production agricole ou leur business vers la capitale. Et nous-mêmes, quand on va dans les préfectures, la demande expresse que nous recevons des villages, c'est quoi? Ce sont les routes. Donc, pratiquement, il faut mettre un accent particulier sur les routes. Même, j'ai discuté récemment avec les bailleurs de fonds. C'est vrai, vous financez les routes nationales, mais aussi, il faut regarder un peu du côté des routes préfectorales qui est du monde paysan. C'est vrai, on a le ministère de l'Agriculture aussi qui a un volet sur les pistes rurales.
nous sommes en discussion avec ce ministère pour pouvoir nous accorder sur comment essayer d'améliorer un peu ces routes-là, parce que eux, les dimensionnements qu'ils ont à leur niveau et ce que le ministère des Travaux publics on a à notre niveau, il faut qu'on essaye de coordonner pour qu'on ait une route préfectorale dans les normes. Et ça a été l'une des réformes que nous avons amenées récemment par rapport au dimensionnement de ces routes-là. Vous savez, on a des routes aujourd'hui, des pistes qui sont des routes de 6 mètres, des ponts. Juste un véhicule qui peut passer, et s'il y a un autre véhicule. Donc, il faut changer cette façon de faire des choses. C'est-à-dire, il faut se projeter dans 10 à 15 ans. Ces routes-là, aujourd'hui, peuvent changer. Parce qu'on a aujourd'hui des districts qui sont très grands, qui peuvent devenir une préfecture. Et on a aussi des villages aussi qui sont en train de vraiment se développer au fur et à mesure. Donc, il faut essayer de dimensionner les routes pour le futur, non pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on veut désenclaver, par exemple, entre 2 villages, on fait une petite piste pour leur permettre de circuler, mais ça, c'est juste là. Ça, c'est trop, voire trop narrow. Donc, on essaye d'avancer rapidement là-dessus pour qu'on ait des routes un peu dimensionnées. On a une norme aujourd'hui qu'on essaie de dimensionner toute notre route. C'est-à-dire, elle peut être route préfectorale, elle peut être transformée demain en route nationale. Donc, aujourd'hui, l'une des particularités du département, nous avons mis un accent très fort sur les routes préfectorales. Vous êtes dans l'anticipation, si je veux comprendre. C'est ça, exactement. Bien. Et les routes nationales, parce que tout récemment, on était du côté de Mamou pour lancer la route Mamou-Labé, et puis Mamou-Farana en cours. Dites-nous sur les routes nationales, qu'est-ce qui est fait, monsieur le ministre? Oui, je dirais beaucoup, on a fait beaucoup de travaux sur les routes nationales. C'est vrai, il reste beaucoup à faire. Il y a des routes qui ont plus d'impact qu'aujourd'hui, parce que quand vous voyez ce que nous avons lancé récemment, l'axe Mamou-Labé, vous savez, ça fait au moins quelques années que cette route-là est vraiment défoncée. Et chaque année, elle se défonce de plus en plus. Donc, elle est devenue très critique par rapport à toute cette région de la moyenne Guinée. Et la route aussi, le Farana, qui fait presque 184 km aussi, est carrément défoncée à partir de Mamou. Donc, c'était urgent pour nous de lancer ces routes-là aujourd'hui pour reprendre sa construction. Mais bon, ces routes-là aujourd'hui, depuis 2 ans, ces projets sont en cours, mais on a réussi quand même à régler tout ce qu'il y avait à régler avant d'aller vraiment lancer les travaux proprement dits. Parce que c'était pas une pose de première pierre que nous sommes allés faire, nous sommes allés lancer effectivement les travaux pour que l'année prochaine, la saison prochaine, qu'au moins les gens puissent circuler pour éviter les coupures de routes. C'est vrai, c'est des routes qui vont être construites dans 24 ou plus 30 mois, mais il faut assurer la fluidité de la route. Mais si les travaux ont démarré, chacun verra que les travaux ont démarré et les gens, ça se voit déjà sur le terrain. Donc, nous allons suivre ce travail-là avec l'administration de contrôle des grands projets qui est déjà impliqué fortement là-dessus, parce que c'est eux qui assurent la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est pour s'assurer que ces routes-là sont en pleine construction. Il y a d'autres routes nationales aujourd'hui qui sont aussi en construction, parce que ça, ce sont des projets qui sont déjà lancés. On a plus de 1000 et quelques kilomètres, 1100 kilomètres de route nationale qui est en construction aujourd'hui, qui est vraiment actif. On est en train d'évoluer là-dessus. Il s'agit de la route aujourd'hui de Zérékoré-Yomou, qui est une route aussi de 64 kilomètres qu'on a essayé de lancer, parce que cette route aussi a connu vraiment de fortes dégradations pendant une bonne période. Donc aujourd'hui, les travaux ont démarré, bien que nous restons en discussion avec l'entreprise. Nous avons pratiquement la route aujourd'hui de Boké-Gawal, qui va démarrer bientôt aussi. Donc, vous dire que aujourd'hui, le gouvernement a lancé pratiquement dans tout le pays des routes nationales pour réellement désenclaver l'ensemble du pays. Donc aujourd'hui, les routes nationales, le portefeuille se porte très bien et on a des dizaines de projets de routes nationales aujourd'hui qui sont en cours. D'ici fin 2026, on verra beaucoup de routes nationales où la circulation, on aura plusieurs options. C'est-à-dire aujourd'hui, si je veux aller à Farana, je peux aller jusqu'à Dabola et puis ensuite Farana-Dabola, j'emprunte cette route qui va bientôt être lancée aussi, qui est en construction avec une entreprise espagnole qui va la construire. Donc ça veut dire on aura le choix de partir là où on veut, là où on se trouve. Donc ça, c'est une politique aujourd'hui qui a été mise en place par le gouvernement.
Alors, monsieur le ministre, vous parlez de construction ou de reconstruction, on fait un peu d'amalgame, mais quand la route est très dégradée, est-ce que c'est l'entretien ou la reconstruction avec un nouveau tracé? Parce qu'on a comme l'impression que chaque année, c'est la reprise perpétuelle de l'entretien, mais chaque année, c'est dégradé. Vous savez, une route, l'entretien, c'est quoi? Il y a les différents types d'entretien. Moi, j'ai fait de la maintenance. Nous avons les différents types de maintenance que nous faisons sur les équipements, sur les routes. Il y a des entretiens mineurs qu'on peut faire, mais à l'époque, il y avait des brigades qui existaient en Guinée, et qui a été d'ailleurs arrêtée à un certain moment, comment on appelle, c'était dans les années 86-7 ou 8, je peux dire, où on a fermé les TP. Ok, ces TP-là étaient pratiquement dans chaque région. Donc, ils avaient comment on appelle, pour objectif, réellement, de faire cet entretien mineur, avant qu'on en arrive, je peux dire, des nids de poules, ils peuvent, comment on appelle, corriger ça le plus rapidement que possible, jusqu'à ce qu'on évite pour que la route soit défoncée. Parce qu'une route, il faut se dire, si elle est bien construite, on peut aller jusqu'à 15 ans, 20 ans avant qu'on commence réellement à avoir une certaine dégradation. Donc, ces équipes-là existaient. Donc, ils assuraient la maintenance quotidienne de routes, faisaient des visites, dont le rôle de l'ONR que nous avons, l'Office national des routes. C'est-à-dire, c'est pour visiter nos routes, pour voir l'état de dégradation de nos routes et informer, comment on appelle, celui qui a le droit de faire l'entretien, c'est-à-dire l'AGEROUTE. Aujourd'hui aussi est informé par l'ONR pour lui dire, écoute, sur cette tronçon-là, nous avons commencé à constater des dégradations. Maintenant, s'il n'y a pas un plan de maintenance qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui va y arriver? On va s'asseoir pour attendre que la route soit complètement défoncée et ensuite venir maintenant faire un projet pour la reconstruire. C'est ce qui se passe. Vous connaissez la route de Bokeh. Okay? La route de Bokeh, tout le monde ici, Bokeh aujourd'hui, c'était devenu un aller-retour. Je pouvais aller faire ce que j'ai à faire à Bokeh, revenir rapidement sur Conakry, mais à un moment arrivé, vous ne pouvez plus aller de l'avant. Donc ça veut dire quoi? On a laissé faire. On n'a pas eu d'entretien, on a laissé cette route se défoncer. Et aujourd'hui, on va payer plus d'argent pour la reconstruire. Parce qu'il y a un moment d'entretien, mais quand ça dépasse l'entretien, on va en reconstruction. C'est comme la route de l'Abbé. La route de l'Abbé, Mamou-l'Abbé, ça te faisait 2 heures. Okay? Moi, quand je travaillais sur le projet à l'Abbé, j'allais à Mamou. Des fois, je peux dormir à Mamou comme je peux dormir à l'Abbé. Parce que pour moi, aller à l'Abbé, c'était 2 heures. À l'époque, la route, au moins, était circulable. Mais on a commencé à voir des dégradations partielles de la route, mais rien n'a été fait pour corriger. Donc, le projet a commencé pour dire oui, on va réparer ou on va entretenir. À un moment, on s'est rendu compte que oui, ce n'est plus de la réparation, il faut aller en construction. Mais c'est bien aussi, c'est bien souvent, parce qu'aujourd'hui, on arrive à reprendre le tracé de cette route. D'accord. Ok? Le tracé, à redimensionner cette route. Ça peut éliminer quelques virages. Bien sûr, c'est l'objectif. Quand on dit reconstruction, ça veut dire que vous reprenez l'étude. Parce que ces routes-là ont été construites à des moments bien précis. Nous, aujourd'hui, nous sommes en 2025. On a d'autres moyens aujourd'hui de changer carrément le tracé. Et c'est ce qui est fait. Il faut faire une étude aujourd'hui solide, c'est ce qui a été fait, pour permettre à cette route aujourd'hui de récupérer beaucoup de virages qu'on a sur cette route. Parce qu'il faut savoir, quand tu voyages souvent, les virages qu'on a, c'est un peu dangereux. Donc, on essaie quand même d'éviter et de récupérer avec le nouveau tracé. Ça sont des tracés depuis longtemps, depuis le temps colonial. Donc, maintenant, le nouveau tracé qu'on aura, c'est vrai, ça va utiliser le tracé initial, mais il va y avoir beaucoup de... Quand vous voyez, par exemple, à Boulouel, le col de Boulouel, là-bas, ça va être corrigé parce que beaucoup de gros camions, quand ils arrivent là, ils ont des difficultés à passer. Donc, ça va être reconstruit. C'est la même chose pour la route de Farana. Nous ferons le même travail sur la route de Farana. Donc, justement, au niveau de Farana, il n'y aura pas une reconstruction, mais plutôt une construction. Comme c'est le cas de... Non, il y a la reconstruction parce qu'elle a été déjà construite. Donc, on l'a reconstruit. Complètement défoncée, c'est un bourbier, monsieur le ministre. Non, ça, je parle de construction et reconstruction. Oui. Très bien. C'est-à-dire, elle a été déjà construite. On va la reconstruire parce qu'elle a été déjà construite en apportant des modifications techniques. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, monsieur le ministre, autre bilan de votre département, c'est la voirie urbaine. Car quand même, il faut féliciter le ministère parce que tout Conakry est en chantier, mais aussi les villes de l'intérieur du pays. Dites-nous à date, qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan dans le domaine de la voirie urbaine? Non, vous savez, il y a des actes, quand tu poses, c'est elle qui parle. Les actes posés, c'est ce qui parle. Et vous savez, quand vous avez des visionnaires, vous avez un visionnaire qui vous dit, voilà ce que moi je veux. Et il arrive
à vous dire ce qu'il veut et que vous vous inscrivez dans ça, vous arrivez à faire de belles choses. Donc, nous répondons à une vision claire et nette. Conakry, elle n'est plus Conakry. Aujourd'hui, je peux prendre des voies de dégagement pour aller jusqu'à Anta sans passer par l'autoroute ou la route de Prince. Ok? Et donc, ça veut dire les efforts qu'on a mis dans ce travail-là, c'est ce qui a permis de faire ça. Les voiries aujourd'hui, quand je prends la ville de Kerouani, d'où moi je viens, cette ville n'a jamais connu de goudron. C'est maintenant qu'elle connaît le goudron. Hein? Il y a plusieurs villes qui sont dans cet état-là. Comme Tougué, Koubia, ainsi de suite. Et aujourd'hui, Mali, moi j'ai travaillé à Mali à l'époque. Quand tu arrives à Mali à l'époque, c'était extrêmement... Tu avais l'impression qu'ils étaient oubliés pour compte. Ouais. Mais aujourd'hui, quand tu vas à Mali, non seulement on est en train de faire la voirie de Mali, mais on est en train de faire l'abbé Mali. Ouais, elle va être bitumée bientôt. Donc ça veut dire quoi? Un ressortissant de Mali aujourd'hui peut aller chez lui en vacances ou venir. Sinon, à un moment, quand tu étais à l'abbé pour aller à Mali, tu fais 6 heures de route. Évidemment. Oui, pour 110 km. Ça te faisait 6 heures de route. Mais aujourd'hui, allez-y. Voir les travaux ne sont même pas encore terminés. Mais aujourd'hui, tu arrives à Mali en moins de 2 heures. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Non seulement on fait la route de Mali, mais on fait aussi la voirie de Mali. Ça veut dire, Mali aujourd'hui va être une ville très attractive parce qu'elle a la frontière déjà avec le Sénégal. Donc elle va bénéficier de ça. Non seulement elle a le courant 24 heures sur 24, et toutes les autres préfectures n'ont pas ça, elle a cet avantage-là, et ensuite elle aura sa voirie, elle aura sa route. Donc ça veut dire que je peux faire un business à Mali aujourd'hui qui permet d'aller rapidement au Sénégal, à Kédougou, pour revenir rapidement. Donc, ça va être des voiries de Conakry, par exemple, 214 km dans le Grand Conakry, un projet qui est inscrit même dans les priorités présidentielles. Aujourd'hui, comment se porte ce projet sur Conakry? Ce projet se porte à merveille, parce que vous sentez aujourd'hui dans tous les quartiers de Conakry, nous sommes en train de travailler pour exécuter ces 200. Ces 214 d'ailleurs sont aujourd'hui, on a tendance à faire même plus, parce que il y a beaucoup de zones aujourd'hui qu'on a identifiées ou qui n'avaient pas été prévues, qu'on a essayé quand même de faire quelques kilomètres au niveau de ces zones-là pour désenclaver, pour que tout Conakry sente, oui, il y a un travail qui se fait. Parce que qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On s'était beaucoup rabattu sur une zone. Donc, il faut donner la chance aussi à d'autres quartiers de Conakry pour qu'eux aussi, on les désenclave pour qu'ils soient comme les autres. Aujourd'hui, quand vous voyez la zone de Kipé, il y a plus de routes bitumées à Kipé que partout ailleurs. Et dans les zones de, comment on appelle, après Kipé, quel est le quartier? Kaporo. Les zones de Kaporo, ce sont des zones qui sont très désenclavées aujourd'hui. Mais quand vous allez à Kountia, dans la zone de Kountia, vous voyez que oui, il y a quand même, on est tous de la capitale. Mais quand tu vois dans la zone de Kountia, aujourd'hui, il y a beaucoup de quartiers qui sont inaccessibles. Donc, il faut changer ce côté-là. On essaye de changer pour qu'on aille aussi dans ces quartiers pour au moins les désenclaver. C'est pourquoi la voirie, en fait, c'est un processus continuel. On n'en finira pas. Oui. Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai qu'on a plus de 240 km qui sont réalisés en termes de voiries urbaines à Conakry, ce qui a fondamentalement désengorgé la ville de Conakry. Mais une question reste lancinante, c'est la qualité et l'étroitesse de ces différentes voiries-là. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que la qualité soit là, mais aussi des routes beaucoup plus larges et longues pour pouvoir permettre justement la circulation très fluide? Parce que toujours on parle de standard CEDEAO, alors que l'agglomération et puis la population augmente, le trafic augmente. Le standard CEDEAO, c'est une référence. D'accord. La CEDEAO n'impose pas de normes à quelqu'un, te donne une référence. Voilà la référence. À toi maintenant de voir ce que tu peux faire de cette référence-là. Maintenant, l'étroitesse des rues de Conakry. Vous savez, il y a un architecte qui disait que Conakry est une ville spontanée. D'accord. OK? Une ville spontanée, c'est-à-dire une ville qui s'est construite. Il n'y a pas de plan d'urbanisation en amont. Il n'y a pas de plan. Ouais. Quand vous voyez le quartier de Wanidara, par exemple, Wanidara n'est pas l'outil. Les gens ont construit comme ils voulaient. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de quartiers aujourd'hui. Il y a des gens même qui ont construit, même le lotissement qui a été fait tous azimuts, des gens ont construit sur des voies, sur des routes aujourd'hui. Donc, tu prends une route, tu vois un bâtiment en face. Tu es obligé de t'arrêter là. Et derrière lui, il y a la route continue. Donc, on a tout ça qu'on appelle. Maintenant, les projets routiers qui est là, ça demande de l'énamisation. Si tu veux agrandir.
Et aujourd'hui, on le fait avec l'habitat. Parce que nous, en tant que TP, on n'a pas le droit d'aller casser les bâtiments de quelqu'un. Nous, on constate, on informe le ministère de l'Habitat qui a pour charge de voir est-ce que ce bâtiment est dans les limites. Parce que il y a le ministre Bana Sidibé qui disait à l'époque que le Guinéen est hostile à l'espace. Tu comprends? Quand tu fais un lotissement, tu dis ici c'est pour une école, ici c'est pour un terrain de football, ici c'est pour un hôpital. Tu verras demain matin quelqu'un venir construire sur le terrain de football. Tu verras demain quelqu'un, l'école qui était prévue pour le quartier, quelqu'un est venu construire là-bas. On a vendu ce terrain, on a reconstruit là-bas. Donc ça veut dire même les aires de jeu pour nos enfants. Et après on se retrouve dans un environnement où on ne sait même pas comment nos enfants vont aller à l'école. Où je viens, tu vois quelqu'un qui vient construire une belle villa dans un quartier, il n'a même pas d'accès. Parce que chacun a construit en évitant que oui, nous allons construire, mais comment nous allons avoir accès à nos bâtiments ou à nos logements? Donc c'est parce que l'urbanisation est incontrôlée. Donc nous, aujourd'hui, quand on fait ces trucs, la construction des voiries, aujourd'hui, c'est ce problème que nous rencontrons. Donc l'entreprise qui a le contrat de réaliser la voirie, il n'a pas l'indemnisation dans son portefeuille. Il ne peut pas casser. Et aujourd'hui, l'État qui doit nous dire, il dit, bon voilà, nous voulons une route de 10 mètres ici, ou nous voulons une route de 6 mètres. D'accord? Là, qu'on nous donne ça et qu'on nous dit, oui, vous pouvez aller. Maintenant, on trouve que les gens sont venus carrément dans la route. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ce qui explique un peu aujourd'hui, donc c'est un blocus pour vous. L'étroitesse de certaines rues de Conakry. Oui, parce que dans vos innovations, vous êtes passé de 3,50 à 4 mètres de largeur pour les... Oui, ça c'est une innovation, mais dans les quartiers, par exemple, où il y a l'occupation anarchique des voiries, comment vous faites? Parce qu'il y a cette une commission innovation, nationale ce d'indemnisation. changement de... Vous savez, quand tu prends la route Koya-Mahmoud-Dabola, aujourd'hui le trafic est là-dessus, les accidents qui sont là-dessus. Quand tu regardes cette route, elle est tellement étroite que tu dis, mais est-ce que ça valait la peine? C'est vrai, aujourd'hui, on peut circuler, on peut aller aujourd'hui là où on veut le plus rapidement que possible, avec tous les risques que nous menons. Et cette route-là, elle est très étroite. D'accord? À ma prise de service, j'ai discuté avec les techniciens. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer cela pour les prochains projets? Pourquoi pas? Moi, j'aurais aimé, parce que la route, on a 3,5 m des deux côtés, plus les accotements qui sont à 1,50 m. Je dis, mais pourquoi on ne prendrait pas les 0,5 pour mettre sur la surface circulaire et avoir 1 mètre comme accotement? D'abord, les techniciens, ils l'ont validé. Ensuite, on a appelé les entreprises. Ils sont venus, ils disent, oui, c'est une bonne idée. Ça peut vraiment faire une grande route. J'ai dit, pourquoi on va avec ça? C'est-à-dire, on essaye d'élargir nos routes. Et vous allez voir la T2 que nous venons de faire récemment, avec le concours de la Géroute, vous avez vu ce qui a été fait. On a juste pris les accotements et ça donnait l'air d'une grande route. Et ça existait, on n'a pas inventé, on n'a rien cassé, mais juste on a essayé de redimensionner les accotements qui sont là, on a ajouté sur la surface circulable et ça nous a donné une belle route. Ça veut dire c'est possible qu'on agrandisse nos routes. Donc c'est ce qu'on a prouvé. Et ça, ce travail-là, on va la reprendre sur les autres, comment on appelle, transversales. Bien. Monsieur le ministre, dans le cadre de la construction justement de ces routes-là, ça s'est fait de deux façons principalement, à travers le bitume mais aussi le béton. Dites-nous quelle est votre appréciation sur ces deux façons de faire. Le béton en soi n'est pas mauvais. Bien que je ne suis pas un adepte, mais en soi, il n'est pas mauvais. Mais le seul problème qu'on a, c'est dans le cadre du contrôle du béton. Aujourd'hui, quand on a commencé à faire les routes en béton, toutes les PME, les petites entreprises, chacun a acheté une bétonnière. OK? Oui. Et chacun a commencé à avoir des contrats de voirie pour commencer à couler le béton. Mais qui est-ce qui contrôle la qualité de ce béton? Normalement, s'il y a le contrôle, aujourd'hui, une bétonnière, quel que soit le problème, tu n'as pas la qualité que tu veux. Il faut qu'il y ait d'abord celui qui te fait ta composition du béton, il faut la valider. Est-ce que ces entreprises ont le temps de valider ça? C'est la même chose pour nos routes, même le goudron. La qualité du goudron, il faut qu'on ait la possibilité de valider la qualité du goudron. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre le goudron ou le béton, c'est le contrôle de la qualité qui est le plus important. Alors, monsieur le ministre, autre bilan de votre département, c'est au niveau des infrastructures.
Là-bas, plusieurs ouvrages sont vers la fin des travaux. Je veux parler du projet de 5 ponts. Et aussi, tout récemment, on a fait l'inauguration de Bambeto, la pose de la première pierre du pont de Farana. Et puis à Boké, la déviation, il y a plusieurs ponts. Le pont de Sankarani attend pour l'inauguration. Alors, dites-nous comment se portent les infrastructures. Oui, comme vous avez dit, les infrastructures se portent à merveille aujourd'hui au TP, aux travaux publics. Et parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de faire, tout ça, c'est pour, par exemple, les 5 ponts de Conakry. Aujourd'hui, on a quand même, il y a une ouverture provisoire du pont de Kansoya. Et vous avez vu son impact sur la population de Kansoya. Donc, c'est la même chose. Les autres ponts, bientôt, on va les ouvrir à la circulation. Mais sauf que, j'ai demandé à l'AGEROUTE de nous mettre des portiques là-dessus. Vous connaissez les gros camions de Conakry, on n'a pas de contrôle. C'est des enfants de 15 à 18 ans, des fois 14 ans, qui conduisent ces gros camions. Donc, j'ai demandé qu'on mette des portiques pour empêcher que, comme on appelle ces ponts-là, soient utilisés par les gros camions. Parce que non seulement on ne contrôle pas le poids, et ceux qui conduisent aussi, les pannes techniques peuvent survenir à n'importe quel moment et n'importe où. Donc, on mettra des portiques à ces ponts-là. Seulement, c'est des voies de dégagement. C'est ce qu'il faut les gens vous comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans les quartiers, c'est les camions que tu retrouves dans les quartiers. Et c'est pas fait pour ces camions-là. C'est pas fait pour ces camions. Donc, c'est pour cela, ces ponts-là, avec l'AGEROUTE, ils vont mettre des portiques pour que seulement ça soit utilisé par des voitures et non pas par les gros camions. Déjà, ils ont défoncé l'autoroute, comme le Castro. Ils ont défoncé la route de Prince. Les voies de dégagement qu'on est en train de construire aujourd'hui, ils ont commencé à envahir ces voies de dégagement par les gros camions. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Des routes encore vont être défoncées. Et ça coûte énormément de sous à l'État pour que des gens qui viennent détruire ces routes-là, ils s'en foutent, ils rentrent dans les quartiers n'importe où aujourd'hui. Ils veulent aller vite et à vive allure quand ils vont aujourd'hui dans les quartiers. Ils oublient qu'il y a la population, il y a des enfants qui jouent dans les quartiers, mais quand ils sont dans les quartiers, mais quand tu les vois partir, tu as l'impression qu'ils sont sur une route nationale, alors que ce sont des voies de dégagement. C'est pourquoi c'est des différents ponts qui sont faits pour fluidifier la circulation, mis à la disposition de la population bientôt, mais pour le moment, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que ces ponts-là ne soient pas utilisés par des gros camions qui ont des poids incontrôlés. Alors, justement, en parlant de ces, si vous me permettez, Junior, en parlant justement de ces infrastructures-là, une innovation, ou si vous voulez des innovations, puisque nous avons inauguré la station de péage et pesage du côté de Tanene, il y a d'autres aussi qui sont annoncées. Quelle plus-value sur le réseau routier et quel impact justement sur le fonds d'entretien routier? Voilà, vous savez, à notre arrivée au département, le fonds d'entretien était en train de perdre son sens. Parce que c'est un instrument, on dit fonds d'entretien routier. C'est-à-dire, tout ce qui arrive là, tous les montants qui reçoivent des taxes sur le carburant sont faits pour financer l'entretien routier. Mais si vous rentrez avec le fonds dans l'investissement, aujourd'hui, si vous faites des investissements, ça veut dire qu'il n'y a plus d'entretien routier. C'est ça. Et tout le monde voit aujourd'hui à Conakry, partout, il y a des travaux d'entretien. OK? Parce qu'on a réorienté, on a remis le fonds dans ses prérogatives. Donc ça nous permet de faire de l'entretien. Maintenant, avec le pont de péage aussi, ça aussi, c'est un montant que nous mobilisons pour mettre à la disposition du fonds d'entretien routier pour financer les travaux d'entretien routier et les travaux d'urgence. Et ça permet au moins au budget national quand même de souffler un tout petit peu parce que les travaux routiers, ça coûte énormément. Ça coûte énormément cher. Donc, avec ce pont de péage, ça nous permet d'engager un peu de sous qui nous permet aujourd'hui de soutenir l'entretien routier. Parce que c'est le seul moyen pour nous, le seul moyen pour le moment qui permet vraiment de booster l'entretien routier à Conakry. Même si on n'a pas de nouvelles constructions, mais si nous tenons compte de ces routes déjà qui existent, le linéaire qui existe et qu'on l'entretient durablement, on verra qu'on pourra circuler librement à Conakry. Parce que l'un des facteurs des embouteillages aujourd'hui, c'est dans certains carrefours, c'est l'état de la route qui crée tous ces embouteillages-là. Mais regardez aujourd'hui, pour aller sur l'autoroute jusqu'à 36, vous allez plus vite aujourd'hui. On a bouché pratiquement tous les trous. Hein? Vous arrivez sur l'autoroute avant de dépasser
comment on appelle le carrefour Anta, c'était un problème. Même simplement à Kinshasa. C'était complètement défoncé. Donc tu perdais plus de temps à éviter les trous qu'à aller. Mais aujourd'hui, grâce à ça, l'AGEROUTE a pu faire ce travail-là pour reprendre tous ces coins défoncés de l'autoroute qui permet au lieu d'aller plus vite et pour, comme on appelle, vers Koya, si tu veux, si tu habites dans les bandes de Koya. Donc c'est l'importance, d'où l'importance de ces péages-là. Mais aujourd'hui, quand tu vois la RN1, quand vous allez aujourd'hui à Mamou, vous allez compter un nombre de camions très... Vous ne saurez même pas quel est le nombre de camions qui utilisent aujourd'hui cette route-là. Et ces camions aujourd'hui sont en train de... Bon, si on reste là, dans 1 an ou 2 ans, si on ne fait rien, ils vont encore défoncer cette route. Et donc, si on n'entretient pas cette route, on va rentrer encore dans la reconstruction de cette route. Ça veut dire qu'il faut encore trouver des gros moyens pour pouvoir reprendre cette route. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons décidé, avec le nouveau projet, il va y avoir le péage et le pesage sur la route, la RN1. Et ça va nous permettre d'avoir de la surveillance pour l'entretien de cette route. Bien que nous rentrons dans une nouvelle ère de la Guinée où le programme Simandou finance 2900 km d'autoroutes. Donc nous allons construire des autoroutes, c'est-à-dire le Guinéen aura le choix de prendre la route nationale ou de prendre l'autoroute pour aller plus vite. Monsieur le ministre, ça fait partie des perspectives. Yes. Et vous n'êtes pas quand même sans savoir que vous avez trouvé sur votre table plusieurs projets, notamment l'échangeur de Hamdallah, mais aussi la route en 2x2 voies entre Hamdallah pour sortir son Phonéa et l'échangeur de Posa ou d'Anko 5. Comment se portent ces projets? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une étude qui est faite, n'est-ce pas, pour réaliser ces projets dans un bref délai? Je peux vous assurer, vous pouvez même constater sur la route de Prince. L'entreprise qui est aujourd'hui en charge de la reconstruction de la route de Prince, c'est une entreprise appelée Porteo, qui aujourd'hui a commencé son déploiement. Donc ils ont commencé quelques petits travaux pour déjà essayer de fluidifier la circulation, comme on l'a fait sur l'autoroute Castro. Donc, ces projets se portent bien parce que c'est en cours. Déjà, nous sommes en discussion avec l'entreprise sur l'étude. Une fois que les études seront validées, ils vont lancer les travaux proprement dits. Et en même temps, le carrefour d'Amdalaï est pris en compte par ce projet. Et Amdalaï jusqu'à Kipé, jusqu'à, comment on appelle, Symphonia, est pris en compte dans ce projet. Donc, c'est le même projet qui va faire la 2x2 Amdalaï jusqu'à Kaporo. Et c'est le même projet qui va encore remodéliser l'autoroute, la route de Prince. Vous savez, je le disais tantôt, que quand vous avez la chance d'avoir un visionnaire, quelqu'un vraiment qui voit très loin, aujourd'hui nous reconstruisons la route, le Prince. Et vous allez aimer, quand on va vous présenter le schéma, vous allez aimer le schéma parce que ça permet aux gens d'avoir des voies express sur la route Le Prince. Et nous faisons encore la même chose sur Castro. Castro, on va reprendre l'autoroute Castro aussi. Il va être reconstruit complètement avec une nouvelle vision. Nous aurons des voies express aujourd'hui qui vont partir de Kaloum jusqu'à l'aéroport, jusqu'à 36. Ça, ce sont le nouveau changement que nous apportons sur Castro. On ne vient pas juste revertir ce qui est là, mais on l'a reconstruit pour donner une autre dimension à la capitale Conakry. Si tu me permets, allez-y, par rapport aux routes frontalières, je l'ai dit tantôt, quand vous quittez les autres pays, vous roulez normalement, mais une fois sur le territoire guinéen, et puis vous commencez à taper la tête par-ci par-là. Qu'est-ce qui est prévu pour ces routes frontalières? Actuellement, je vous dirais que toutes nos routes frontalières sont en étude, aujourd'hui, à date. Et je l'ai dit, il faut qu'on sente la différence. Vous savez, la Chine, à un moment, s'est fermée et s'est développée. Nous, on fera la même chose par rapport à nos routes. Il faut qu'on sente la différence entre nos routes et les autres. Parce que nous, on a la chance de construire nos routes maintenant. Eux, ils ont conçu leurs routes depuis un certain moment. Mais nous avons la chance aujourd'hui d'utiliser ce qui est fait ailleurs et de l'améliorer plus dans notre pays. Ça veut dire quoi? Quand une route est construite de l'autre côté, quand tu viens en Guinée, tu trouveras une route différente de ce qui a été fait là-bas. Donc, aujourd'hui, toutes les routes qui vont rentrer sur la Guinée avec les pays frontaliers, nous allons créer la différence. Et ça, ce sont les perspectives. Monsieur le ministre, concrètement, à date, est-ce qu'on a commencé une route des frontières? La route des frontières qui est aujourd'hui en construction, c'est Boki-Kegbo Davis. D'accord. Ça, c'est en construction à date. Et ensuite, nous avons la route Yomo, frontière Libéria, qui est aujourd'hui, qui a démarré à date.
qui est en cours. Ensuite, Mandiana-Nyantanina, ça c'est pour aller au Mali. Et elle est d'ailleurs plus courte encore. Cette route aujourd'hui est en étude et va bientôt démarrer. Ensuite, Mandiana-Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça est en étude parce que le problème qu'on a, si on se précipite, on ne fait pas de bonnes études, on a ce qu'on a. Donc l'exigence aujourd'hui, le minimum avant de démarrer n'importe quel projet, il faut avoir une étude. Une étude est peut-être une étude, même APS, ça peut te permettre d'avoir une idée de ce que tu vas faire. Tu peux démarrer rapidement et continuer à améliorer cette idée jusqu'à l'APD. Donc ça, c'est en cours, déjà. Ensuite, Cancan, Branama, frontière Côte d'Ivoire, est aujourd'hui en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de relier, comment on appelle, notre pays aux frontières de nos voisins. Et toutes les entrées aujourd'hui sont en projet. Ensuite, Beila, Senko, Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est en cours. Tout ce que nous sommes en train de vous dire, ce ne sont pas des projets, juste des fiches de projet. Mais ce sont des projets. L'Abbé Mali vers la frontière du Sénégal. L'Abbé Mali, frontière Sénégal, Kédougou, est en cours de construction maintenant. D'accord. Voilà. Donc, ça, ce sont des trucs qui sont réels. Hein? C'est pas des trucs qu'on dit non, c'est des projets dans les bureaux. Non, c'est pas dans les bureaux. Ça, ce sont des projets qui sont en cours. Très bien. Monsieur le ministre, un aspect très fondamental se pose. Ouais. C'est le respect des délais contractuels. Alors, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir justement amener aux différentes entreprises contractantes de respecter leur cahier de charges? Justement, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu fais une étude claire sur un projet, tu connais le délai. Cette route, je peux la construire en 24 mois. L'entreprise contractante va te donner un planning des travaux. Et toi, de ton côté, tu t'assures que, oui, ce planning est respecté par l'entreprise. S'il y a des difficultés, vous adressez les difficultés à temps. C'est pour cela qu'il y a des réunions de chantier, il y a des réunions de coordination. Chaque mois, il y aura des réunions de coordination sur le projet, sur tous les aspects du projet, jusqu'à toutes les difficultés et comment lever les difficultés du projet. Maintenant, si la supervision n'est pas là et que l'entreprise continue à travailler, ensuite les paiements ne sont pas là. L'entreprise, à un moment, peut travailler jusqu'à un certain niveau. Mais si les paiements ne sont pas assurés, souvent l'entreprise est obligée de retarder les travaux jusqu'à ce que... Donc c'est ce qui fait qu'on sort du délai. Sinon, si les paiements sont assurés correctement, l'entreprise, si elle ne peut pas, elle reçoit des avertissements jusqu'à l'arrêt du contrat. Les paiements sont assurés par l'État? Non, ça dépend du mode de financement du projet. L'État assure ce qu'elle assure. Aujourd'hui, quand tu prends des voiries que nous avons, les 100% des voiries sont financées par le BND. Expliquez-moi un peu, monsieur le ministre. C'est-à-dire quelle est la question? Les modes de financement dont vous venez. Non, les modes de financement, il y a le financement classique avec les bailleurs de fonds. Par exemple, quand je prends la route de Mali aujourd'hui, elle est financée par les bailleurs de fonds. La BID finance, la BAD en finance aussi, mais une partie. Le financement extérieur. Le financement extérieur. Très bien. Ok, ça c'est le financement classique. Maintenant, si nous rentrons dans des mobilisations financières aussi, avec l'État, le BND aussi finance une partie des routes. Ensuite, nous avons, aujourd'hui, il y a une autre politique qui est en train de se mettre en place pour pouvoir améliorer le financement de nos projets en Guinée. C'est pour cela que ces péages que vous voyez aujourd'hui va beaucoup aider, surtout sur des routes qui ne coûtent pas trop cher pour avancer. Aujourd'hui, il est très facile pour le faire aujourd'hui de mobiliser des fonds grâce au, comment on appelle, au péage de Danéné. Donc, n'importe quelle banque aujourd'hui serait prête à accompagner le fait parce que la banque, c'est quoi? Elle veut s'assurer comment on me rembourse. Déjà, elle a un instrument qui dit qu'il est là, qui peut rembourser. Elle connaît combien cet instrument rapporte offert chaque mois. Donc, vous demandez, écoute, je veux aller sur ce projet-là, est-ce que tu m'accompagnes? Oui, je peux t'accompagner parce que il sait que tu as du cash flow qui est là, qui existe. Donc, imaginez-vous qu'on arrive à faire comment on appelle, le péage sur la route, la RN1. Vous voyez le trafic qui est là aujourd'hui. Quel que soit, on pourra un jour financer à 100% nos routes. Et ça, déjà, on en arrive là. Vous voyez la route aujourd'hui qu'on est en train de faire, qui va être une voie express, qui va vraiment désengorger encore qu'on a fait une fois, c'est la route Kagwele-Kouria. Justement. Cette route Kagwele-Kouria aujourd'hui, c'est une autoroute 2x2 qui ne sera pas construite comme les autres. Elle va être très moderne. C'est une voie express. Okay? Elle va permettre aujourd'hui d'aller directement à Kouria sans passer par 36. Avec d'autres transversales. Hein? Oui.
avec les transversales. On a la T12, la T13, la T14, jusqu'à la T15. On a au moins 4 transversales qui sont déjà reliées à cette route-là. Et avec des autoponts. Ça veut dire qu'on n'aura pas de carrefour où tu viendras tourner dans un carrefour pour attendre la congestion comme à Doncaon actuellement, à 2 heures. Ça se traverse n'importe comment. On ne fera plus ça sur cette route. Ce sera une voie express. Et elle est en cours, là. Vous savez, le problème, c'est quoi? Nous avons, comme on appelle aujourd'hui, le gouvernement est là aujourd'hui en train de faire beaucoup de choses. Ça veut dire dans 5 ans, vous allez voir Conakry va être encore différente de ce qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire les 5 prochaines années aujourd'hui, si toutes ces routes que nous avons démarrées aujourd'hui, bientôt nous sommes en discussion aujourd'hui pour faire une autoroute de Kagbeli encore Tanene jusqu'à Boufa. Aujourd'hui, l'État a pu mobiliser un montant important pour cette route. Nous sommes en discussion avec la BID sur ce projet-là. Aujourd'hui, au moins, l'étude est en cours. Aujourd'hui, on est au niveau APS. Mais nous attendons que nous ayons une étude plus approfondie pour lancer les travaux. Tout ceci sont des instruments qui vont permettre, des projets qui vont permettre encore à Conakry d'être vraiment fréquentable, d'être vraiment ouvert à la circulation. Pour que moi, aujourd'hui, si je vais à Boké, je prends l'autoroute, je vais rapidement sur Boké. Ce que j'ai à faire, je le fais. Ou je vais aller en Guinée-Bissau, je prends cette route, je vais à Boké et je rentre en Guinée-Bissau jusqu'à Dakar. Donc, il y a de bonnes perspectives aujourd'hui qui sont là, qui sont en train de se dérouler. Et ça permet de donner vraiment, de nous permettre, nous, en tant qu'acteurs, d'être confiants à l'avenir. Dites-nous la première question. La première question, posée par Ibrahim Sori Kamara, citoyen président à Conakry. Je souhaite savoir l'état d'avancement du projet de construction de 2 voies Hamdallah Symphonia. Ce projet, je dis tout à l'heure, j'en ai parlé. Hein. Aujourd'hui, Hamdallah Symphonia, on l'a avec l'entreprise Porteo. Nous sommes en discussion avec Porteo, parce qu'il y a la route de Prince. Donc, on a demandé à Porteo d'ajouter cette portion Hamdallah Symphonia, mais déjà, l'échangeur d'Hamdallah est déjà pris en compte. Maintenant, de Hamdallah jusqu'à Kipé, je pense qu'on l'a fait en 2 lots. Il y a l'entreprise qui a fait les 5 ponts là, qui fait le 2e lot sur cette route. Donc, c'est une entreprise espagnole, je crois. C'est elle qui va construire le 2e lot. Le premier lot va être fait jusqu'à Kipé. OK? Kipé Kaporo. Donc, c'est le premier lot. Le 2e lot de Kaporo maintenant à Symphonia. Donc, c'est un projet qui est en cours, parce que déjà, une fois que les études ont démarré, on peut dire que le projet est en cours. C'est pas un projet qui est encore inscrite dans les annales, mais plutôt elle est ressortie, elle est en surface. On est en train de faire les études aujourd'hui pour pouvoir avancer là-dessus. Bien que il y avait des études qui ont été faites dans le temps avec la CGP qui avait fait cette étude, mais nous réactualisons cette étude-là pour pouvoir aller avec l'entreprise Porteo. C'est ce que je peux donner comme réponse. Oui, la deuxième question. La deuxième question posée par Amadou Ba, Timbi Madina. Je voudrais interpeller Monsieur le ministre des Infrastructures concernant Timbi Madina, une localité à fort potentiel agricole qui est très enclavée par manque de routes praticables. Question, quels sont vos projets en matière de routes pour cette localité qui fournit à la Guinée une bonne partie des pommes de terre? Monsieur le ministre. J'ai été à Timbi Madina. Je connais bien la localité. Aujourd'hui, on a commencé par ce débat-là par les routes préfectorales. Et les routes préfectorales, bien sûr. Nous avons mis un accent particulier sur les routes préfectorales. Et dans certaines zones, aujourd'hui, on est en construction de la route Mamou-Labé, qui est en construction. Donc, les routes préfectorales, aujourd'hui, c'est une priorité, surtout les zones agricoles. Donc, Timbi Madina est en cours aujourd'hui, parce que nous allons lancer des appels d'offres maintenant pour essayer de faire tout ce qui est route préfectorale, surtout des zones à potentiellement agricole. Donc ça, ce n'est pas une inquiétude. Cette année, d'ici le début de l'année, des travaux de cette route-là vont démarrer. Parce qu'il est important de voir, parce qu'à un moment, la pomme de terre de Timbi Madina pourrissait. Okay. Après la récolte, ils avaient du mal à évacuer leur récolte. Donc c'était une situation avec le ministère de l'Agriculture qui peinait beaucoup tous les Guinéens. Que tu sois de là-bas ou pas, ça peinait tout le monde que les gens produisent de grandes quantités de pommes de terre, alors que nous importons de la pomme de terre
Et si nous avons sur place ici, ça peut aider même toute la population guinéenne. Donc c'est pourquoi ces zones agricoles sont une priorité pour nous aujourd'hui. Donc ces projets-là sont des projets vraiment qui sont pris à cœur par le département. Ibrahim Sori Soiré. Ibrahim Sori Soiré est dans la préfecture de Mali. Ma question, c'est au sujet de la route Labé-Mali, concernant précisément le lot numéro 3, Yemberen-Mali, centre, qui tarde à démarrer alors que les 2 premiers sont en cours d'exécution. Question, quelle est la cause de ces retards, Monsieur le ministre, et pourquoi jusqu'à date, il n'y a aucune entreprise sur le terrain à l'image des 2 premiers lots, Monsieur le ministre? Ça, c'est une question fondamentale. C'est pour cela que tout ce que nous faisons, il faut se dire qu'on vous regarde. Dans le processus de passation des marchés, il y a eu des problèmes sur le lot numéro 3. Donc aujourd'hui, il y a un cours de traitement par la commission éthique de la BID. Aujourd'hui, c'est quand la commission éthique va se prononcer sur le mode de passation que le marché va être octroyé à quelqu'un. Donc c'est ce qui est. Mais selon les dernières informations que j'ai reçues de la BID, ils ont presque terminé ce travail. Parce qu'il y a eu des entreprises qui ont porté plainte par rapport à la passation du marché. Donc, il a fallu que la commission éthique se prononce dessus de la BID, se prononce dessus parce que c'est la BID qui finance le 3e lot. Donc, elle a demandé toutes les informations concernant la passation des marchés. Donc, elle a réévalué, selon elle. Elle va faire un traitement spécifique par rapport à ce dossier et ensuite octroyer le marché à celui qui le mérite. Donc, ça, ce sont des questions qui sont importantes pour nous, pour dire que oui, c'est pas parce qu'on est en passation, mais d'autres entreprises, ils peuvent contester le mode d'attribution du marché, de ce qui s'est passé dans ce contrat-là. Et c'est légal. Et c'est légal. Monsieur le ministre, une dernière question sur l'indemnisation, parce que le problème est central et ça cause beaucoup de retard sur certains projets routiers. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Oui, la question de l'indemnisation est une question fondamentale. Parce que pas seulement les projets routiers, mais l'ensemble des projets du pays, ça impacte. Aujourd'hui, donc la nouvelle donne que nous développons aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre des fonds dans des projets pour que vraiment les entreprises qui sont en cours essayent d'assurer l'indemnisation des populations impactées par le projet. Parce qu'aujourd'hui, on a des projets aujourd'hui qui ont retardé à cause de l'indemnisation. Vous avez vu la route Kagbele-Kouria. On a eu beaucoup de problèmes pendant l'indemnisation. Les premiers fonds qui ont été mis à disposition, il y a eu des problèmes. Donc il fallait reprendre encore l'évaluation environnementale, l'évaluation des PAP, des personnes affectées par le projet, pour pouvoir payer encore les choses. Quand je suis arrivé au département, ce projet, elle était carrément à l'arrêt. Mais nous avons pu convaincre la population pour dire laissez-nous démarrer ce projet, vous serez payés. Il s'agit seulement d'assurer les populations pour pouvoir démarrer. Mais il y a une autre question, la question des déplacements des réseaux. Surtout les réseaux, actuellement la fibre optique, le réseau électrique. Pendant la construction des réseaux de moyenne tension, on longe la route nationale. Mais s'il n'y a pas de concertation, ils vont construire cette ligne qui est importante, bien sûr, parce que aussi elle vient faire un travail que les gens demandent. Mais pendant la construction de la route, on a besoin de déplacer ce réseau. Qui finance ce déplacement des réseaux? Donc, c'est pour cela aujourd'hui, nous essayons de travailler avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir trouver les moyens, non seulement pour financer le déplacement des réseaux et le déplacement de la fibre optique, les installations de la SEC, parce que tu trouves des conduites, même ce samedi, quand j'étais allé visiter la T12, on a une conduite qui passe carrément au beau milieu de la route. Donc, il faut non seulement essayer de la réparer, parce que c'est des vieux tuyaux qui sont posés depuis des années. Devenu vétuste. Voilà, très vétuste. Ouais. Donc, ça aussi, on a demandé à l'entreprise de prendre ça en charge. De prendre ça en charge, puisque bien qu'elle n'avait pas prévu qu'elle devait prendre ça en charge. Parce que si elle ne prend pas en charge, si on rentre encore dans le montage de dossiers pour demander aux finances de venir nous financer ce déplacement, pour demander à la SEC de venir intervenir, nous risquons encore d'accuser un gros retard. Voilà. Donc, nous essayons de jumeler tout ça, surtout avec cette indemnisation, pour que les populations qui sont affectées par ces projets soient au moins... Parce qu'il y a deux types d'indemnisation. Au niveau de la route, c'est des pertes définitives.
Si la route touche ton champ, tu ne peux plus venir là. Ouais. Ça veut dire carrément il faut que tu partes ailleurs. Donc, mais alors qu'il y a d'autres projets où tu as des pertes temporaires. C'est pendant la construction qu'on te demande, écoute, ce projet c'est 2 ans, tu dois quitter ici pour un certain temps et après tu peux revenir. Mais quand il s'agit de la route, une fois que la route est là, tu ne peux plus revenir faire ton agriculture. Voilà, donc c'est un peu différent, cette question. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, je voulais d'abord demander à la population d'être patiente. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui. Donc, chacun aura sa route. Un peu de patience et nous travaillons. Nous prenons en compte la revendication de tout le monde. Je reçois des courriers de certains chefs de village, de certaines communautés. Nous prenons en compte tous ces courriers-là. Ça veut dire que nous allons répondre aux courriers au cas par cas. Parce que la plupart des routes préfectorales sont financées par le budget national de développement. Donc, on ne veut pas mettre trop de pression sur le budget national de financement. Nous sommes en train de discuter pour avoir d'autres sources de financement pour les routes préfectorales aussi, notamment avec la BID, qui est beaucoup intéressée à financer. La dernière fois aussi, la BAD aussi me disait qu'elle était intéressée à intervenir sur ce volet-là. Parce que je leur ai présenté le dossier, dit que c'est important que nous ayons des routes préfectorales. Et ça va nous permettre, si on a suffisamment de budget d'accompagnement, ça va nous permettre de répondre à toutes les demandes. Mais aujourd'hui, je vais vous rassurer que dans tout le pays, nous avons des projets de route nationale en cours, ce qui est important pour la population. Donc, un peu de patience, nous allons arriver. Ensuite, à tous les acteurs qui nous accompagnent actuellement, notamment le ministère des Finances, la Banque centrale, le ministère du Budget, ce sont des acteurs qui nous accompagnent. Il faut qu'on se donne la main pour pouvoir booster notre pays. Nous avons besoin l'un de l'autre. Le ministère du Plan fait assez d'efforts pour nous accompagner. Parce que grâce au ministère du Plan, aujourd'hui, nous arrivons à avoir beaucoup de personnes, beaucoup de bailleurs et beaucoup d'institutions intéressées au financement de nos routes. Donc, il fait beaucoup d'efforts. Donc, je voulais d'abord les remercier leur collaboration. Parce que quand moi j'arrivais au département, nous étions à 8% de taux de décaissement. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 48% du taux de décaissement. Donc, ça, c'est un effort. En quelques mois seulement, nous avons pu démarrer tous les projets qui étaient à l'arrêt. Et on a pu rassurer aussi nos partenaires, c'est-à-dire les entreprises qui travaillent avec le ministère. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire déjà, il y a une dynamique. Donc je remercie tous ces acteurs qui ont répondu à l'appel du département. Parce qu'on a même demandé à des entreprises de démarrer même les travaux avant qu'ils ne reçoivent le paiement de leur avance de démarrage. Et ils ont accepté de le faire. Ça, c'est la confiance qui s'est établie entre nous. Donc ça, je voulais les remercier. Je voulais aussi remercier le chef d'État qui a eu confiance en moi pour me confier ce département. Et j'essaie d'être à la hauteur de cette confiance qui a été placée en moi et faire le maximum de moi-même pour le pays. Je vous remercie. Nous arrivons sur la ligne rouge de cette émission. Il y a déjà une reste à vous dire merci. Merci, Junior. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale. Au revoir.